Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à notre webinaire organisé par le Centre des compétences et leadership. Alors, nous sommes ravis de vous voir nombreux ce soir pour notre session sur la gestion des risques et contrôle interne. Donc, je suis Monsieur Jemandé Babacar, donc je suis chargé de communication au sein de CCL et aussi votre modérateur pour cette soirée. Donc, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à cet événement enrichissant. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir une experte dans le domaine de la gestion des risques, donc Madame Zeneb Alaoui. Donc, Madame Alaoui, elle est responsable du groupe d'études économiques, renseignements financiers et services techniques à Banque Al-Barig Maghreb, donc de Marrakech. Donc, avec une riche expérience dans son domaine, elle est parfaitement bien placée pour nous éclairer sur les meilleures pratiques en matière de contrôle interne et de gestion de risques. Donc, avant de donner la parole à Madame Alabi, donc permettez-moi de vous rappeler que cette session, elle sera bien sûr interactive. Donc, nous vous encourageons donc à poser vos questions via le chat ou en levant la main. Donc, sans plus tarder, donc je suis heureux de vous présenter Madame Zeneb Alaoui. Madame Alaoui, à vous la parole. Madame Alaoui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ravi d'être parmi vous lors de ce webinaire relatif à la gestion des risques et le contrôle interne. Tout d'abord, je me présente. Vous m'avez très bien présenté, mais je vais restituer encore une fois. Donc, je suis Zineb Alaoui. Je suis responsable du groupe des études économiques, renseignements financiers et services techniques à Banque Al-Maghreb. Ça veut dire à la Banque centrale du Maroc. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le secteur financier et plus principalement le secteur bancaire et le secteur des assurances, dans les métiers ayant trait à la gouvernance tels que la gestion des risques, le contrôle interne, l'audit interne, la conformité et la sécurité financière. Donc, sans trop tarder, je sais pas si l'écran. Effectivement, c'est bon. Vous arrivez à voir mon écran. Très bien. Je vais pour un souci de connexion, je vais enlever la caméra. Comme ça, je vais. Parfait. Alors, pourquoi la gestion des risques, le contrôle interne? Tout simplement parce que les organisations d'une façon. Pardon? Je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir couper vos micros. Donc, une fois que Madame Alaoui aura fini son intervention, là, vous pourrez les réactiver pour les questions-réponses. Donc, Madame Alaoui, vous pouvez poursuivre. Alors, je disais que pourquoi je souhaiterais parler de la gestion des risques, le contrôle interne aujourd'hui, tout simplement parce que l'ensemble des organisations, je dirais les organisations d'une façon générale, sont en fait confrontées à toutes les sortes de risques. On peut citer les risques financiers, les risques de sécurité, les risques de réputation, les risques stratégiques, les risques opérationnels, etc. Donc, en mettant en œuvre une stratégie de gestion de ces risques, les entreprises, en fait, peuvent se protéger de ces dangers et s'assurer qu'elles sont préparées à toute situation. En effet, toutes les entreprises, et quelle que soit leur taille, elles doivent mettre en place une gestion de risque très solide. D'ailleurs, ce volet de la gestion des risques dans l'entreprise, il permet d'identifier et de contrôler de manière proactive les menaces et aussi les vulnérabilités qui pourraient avoir un impact négatif sur elles. La gestion des risques, elle est, comme vous pouvez le voir sur ce slide-là, en fait, elle est régie par plusieurs normes et référentiels. Les plus connus sont les BAL. BAL, ça va de BAL 1 jusqu'à BAL 3 aujourd'hui, qui parlent sur la gestion des risques et le renforcement du dispositif de la gestion du risque opérationnel. Les normes ISO 30001
qui met en relief les lignes directrices de gestion des risques et la norme ISO 9001 qui parle des systèmes de management de qualité et qui souligne clairement l'intégration de la gestion des risques lors de la version de l'année 2015. En ce qui concerne en fait le périmètre de la gestion des risques, comme je viens de dire tout à l'heure, le périmètre il est assez large. Il peut s'agir des risques financiers qui peuvent inclure le risque de liquidité, de marché, de crédit, ou bien de contrepartie, des taux d'intérêt, etc., etc. Et il y a les risques qu'on appelle les risques non financiers, ça veut dire principalement plutôt le risque opérationnel, puis stratégique, puis le risque de réputation. Donc aujourd'hui, cette gestion de risque, les objectifs, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, elle permet aux organisations d'identifier les dangers et aussi les menaces potentielles et de prendre des mesures pour éliminer ou réduire plutôt les chances qu'ils se produisent. Donc, grosso modo, cette discipline de gestion des risques ou bien un dispositif de gestion de risque, il permet d'identifier, d'évaluer et d'hiérarchiser les risques liés aux activités d'une organisation, quelle que soit leur nature ou bien leur origine, etc. Donc, il permet de fournir aux risques au conseil d'administration l'information nécessaire pour leur permettre d'apprécier l'exposition au risque et aussi de prendre les bonnes décisions. Et aussi, elle offre les moyens nécessaires pour mieux appréhender plutôt et maîtriser les risques inhérents aux activités. En effet, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'un bon dispositif de gestion des risques, il doit être aligné aux pratiques internationales et aux normes internationales qui sont en vigueur. Il faut que les responsabilités et les rôles de tout un chacun au niveau de l'entreprise soient clairement définis, non seulement définis, mais aussi formalisés. Il faut que le dispositif de gestion de risque s'inscrit dans un processus dynamique. Ça veut dire qu'il est mis à jour d'une façon continue. Et aussi, il faut qu'il y ait de la coopération, c'est un élément très important, la coopération dans un dispositif de gestion de risque au sein d'une organisation. Parce que sans la coopération de l'ensemble des entités qui composent cette entreprise, un dispositif de gestion des risques ne pourrait jamais être solide. Alors, pour notre présentation, moi, je voulais en fait faire un focus sur le risque opérationnel surtout. Pourquoi? Parce que, à mon sens, il est le plus difficile à gérer et à prévoir. Contrairement aux autres types de risques, par exemple pour les risques financiers d'une façon générale, ils sont maîtrisables et on peut les prévoir car les décisions d'investissement sont analysées avant qu'elles ne soient prises. Par contre, pour le risque opérationnel, un seul incident, même si on a un dispositif de gestion des risques, même si on a une démarche, même si on s'inspire des meilleures pratiques internationales, il suffit d'avoir un seul incident avec un impact financier ou un impact image qui est très fort, qui peut bouleverser carrément toute l'entreprise et l'ensemble des processus composant cette entreprise. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voulais parler surtout du dispositif, enfin de la catégorie risque opérationnel et le dispositif de contrôle interne qui peut en découler. Donc, d'une façon générale, et c'est la méthode qui est utilisée partout. En fait, il y a une démarche pour mettre en place un dispositif de gestion de risque opérationnel. En fait, cette démarche, comme vous pouvez voir devant vous, elle est composée de 8 éléments. La première, c'est l'analyse de processus. Quand je dis un processus, ça veut dire par la suite, on va voir chaque composante à part. On va parler de chaque composante à part. Là, je déroule juste les composantes du dispositif. Donc, la première, c'est l'analyse des processus. Quand on parle d'un processus, ça veut dire un processus métier. Ça veut dire dans une entreprise, quand je dis, si je prends par exemple le cas d'une banque, les processus qui peuvent composer une banque, il y a des processus métiers et des processus
processus support. Par exemple, pour les processus support, il va y avoir la finance, ressources humaines, logistique, achat, sécurité, etc. Si je prends par exemple les processus métiers, il y a tout ce qui est commercial, il y a le financement, il y a le financement des projets, etc., etc. Il y a les grandes entreprises, il y a le département qui se charge de tout ce qui est financement de la petite entreprise, etc., etc. Donc, c'est ça, quand je dis processus, c'est ce que je veux dire par processus. Donc, une fois les processus sont identifiés et en fait, ils sont déclinés en, je dirais, en macro-activités et en sous-macro-activité, on peut passer à l'identification et l'évaluation des risques qui sont inhérents à cette macro-activité. L'identification et l'évaluation des risques inhérents, c'est un processus qui est très important. En fait, c'est le socle de ce dispositif de gestion des risques, de pouvoir identifier et évaluer les risques inhérents et surtout l'identification. Par la suite, une fois on identifie et on évalue les risques, on passe à l'identification et à l'évaluation de dispositifs de contrôle interne pour voir quels sont les risques résiduels qui en découlent et pour voir comment est-ce qu'on va accepter le risque ou bien on va mettre un plan d'action pour ne pas accepter le risque. Et voilà, donc tous ces composantes-là, c'est le socle du dispositif de gestion des risques opérationnels. Donc, dans les slides suivantes, on va voir chaque composante à part et je vais expliquer chaque composante qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc, pour la première composante qui est l'analyse du processus, tout d'abord, quand j'analyse un processus, je me penche sur la finalité de ce processus. Quand je dis, par exemple, je prends le processus, par exemple, finance, le processus finance, sa finalité, c'est la bonne tenue des comptes d'une entreprise, c'est le paiement de l'ensemble des éléments financiers de l'entreprise, etc., etc. Donc, une fois je fixe les objectifs ou bien la finalité du processus, je peux en fait identifier les interactions que ce processus peut avoir avec les autres processus. Et dans une entreprise, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Une action ou bien une opération commence dans un processus et peut ne pas finir à l'intérieur de ce processus. Elle peut en fait finir dans un processus A ou B ou C ou D. Des fois, ça en fait, il y a une opération, elle est commune à plusieurs processus. Donc, une fois je fais ce travail-là, il faut que j'identifie en fait les facteurs qui peuvent impacter, les facteurs internes et externes qui peuvent impacter le fonctionnement de mon processus. Il faut que j'analyse les changements qui peuvent y avoir et les interactions entrantes et sortantes. Donc, j'effectue une analyse approfondie du processus. Et une fois en fait, moi, en tant que risk manager, une fois je fais cette analyse-là, elle me permet tout d'abord de comprendre parfaitement le métier ou bien le processus pour lequel je veux mettre un dispositif de gestion de risque opérationnel. Il me permet en fait de connaître toutes les interactions qui peuvent y avoir avec les autres processus. Et une fois ce travail il est fait en tant que risk manager, je peux facilement identifier les risques qui sont inhérents ou bien qui sont liés à ce processus donné. Et justement, c'est la deuxième étape, c'est l'identification du risque. Alors, pour l'identification du risque, il y a deux approches et les entreprises, en fait, choisissent l'approche qui leur convient le plus, en fonction de plusieurs éléments internes. Il y a l'approche top-down, ça veut dire que j'identifie les grands risques, les macro-risques et je descends à un niveau de granularité plus tard. Et il y a l'approche bottom-up, ça veut dire que je commence avec un niveau de granularité qui est très bas et je monte petit à petit jusqu'à arriver à un risque macro qui va
qui va, qui va chapeauter plusieurs mini-risques. Donc, chaque entreprise choisit en fait la méthode qui lui convient en fonction de plusieurs éléments. Tout d'abord, en fonction de la nature d'activité, en fonction des moyens et surtout les moyens humains qui travaillent sur le dispositif de gestion des risques opérationnels, en fonction de la taille de l'entreprise également, et aussi en fonction de la politique de gestion des risques, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent supporter des petits risques, il y a des entreprises ou des moyens risques, je dirais, mais il y a des entreprises qui ne peuvent pas et qui ne tolèrent pas, et leur taille ne leur permet pas de supporter même les petits et les moyens risques. C'est pour cela que ces éléments-là me permettent en fait d'adopter, ça rentre dans la politique de gestion de risque de chaque établissement. Chaque établissement, il se dit, moi, voilà l'approche que je vais adopter. Donc, tout d'abord, l'identification, une fois j'ai une meilleure connaissance du processus pour lequel je veux mettre en place un dispositif de gestion des risques, je passe à l'identification. Et l'identification, donc, pour pouvoir identifier un risque, c'est en fait, c'est en analysant le processus. En analysant le processus, je peux facilement identifier les risques. Mais en plus de ces risques qui me paraissent facilement identifiables d'un processus, il y a des éléments que je dois prendre en considération. Tout d'abord, c'est l'historique des incidents. Parce que des fois, il y a des incidents qui ont survenu dans le passé que je dois prendre en considération dans mon approche d'identification de risques et sur lesquels je pourrais me baser pour identifier les risques. Il y a aussi ce qu'on appelle la checklist à partir de la typologie générale des risques adoptés par l'organisme. Parce que aujourd'hui, BAL, il a identifié le comité de BAL, il a identifié 7 catégories d'événements de risque. À savoir, il y a la fraude, il y a la catégorie fraude interne, fraude externe, pratiques en matière d'emploi et sécurité sur le lieu de travail, clients, produits et pratiques commerciales, dommages aux actifs corporels, dysfonctionnement de l'activité et des systèmes, et aussi il y a l'exécution et la livraison et la gestion des processus. Donc, ce sont les 7 catégories qui ont été identifiées par le comité BAL. Maintenant, les entreprises, elles s'inspirent de ces 7 catégories et elles adaptent les catégories en fonction de la nature de leur activité et en fonction de l'organisme et de l'entreprise. Donc, tout cela me permet d'identifier dans les meilleures conditions mon risque. Après, il faut que j'identifie les causes de mon risque. Les causes de mon risque peuvent provenir d'une façon générale, soit du personnel, les personnes, soit d'une procédure, généralement une défaillance de procédure, soit des systèmes internes, et là on parle principalement des systèmes d'information, soit des événements externes, comme par exemple la fraude externe ou bien des risques qui sont liés à des prestataires ou bien à des fournisseurs, donc des événements externes d'une façon générale. Donc, une fois j'identifie le risque, sa typologie, sa cause, je passe à ce qu'on appelle, en fait, on n'est pas encore dans la phase évaluation, mais je passe à l'échelle de probabilité de survenance de risque. Généralement, elle est de 1 jusqu'à 5, pratiquement partout. Donc, il y a des critères qualitatifs et des critères quantitatifs qui me permettent, en fait, d'évaluer cette probabilité de survenance. Ce sont les facteurs de vulnérabilité de processus, la maîtrise des activités, est-ce que le processus, il est automatisé ou bien on travaille manuellement. Et il y a aussi les critères quantitatifs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'historique des incidents survenus. C'est ce qu'on appelle tout ça, on l'appelle une probabilité de survenance. 1 étant la probabilité de survenance la plus faible, jusqu'à 5 étant la probabilité de survenance la plus élevée. Après, je passe à la phase impact. Et quand je passe à la phase impact, il y a un impact. Généralement, les entreprises, surtout commerciales, ils mettent uniquement l'impact financier, alors que l'impact financier,
tout seul, il n'est pas suffisant. L'impact financier, oui, il est important, mais il y a aussi l'impact sur l'activité. Par exemple, si j'ai une défaillance, même si je suis une entreprise commerciale et si j'ai une défaillance, par exemple, d'un système d'information qui me permet, par exemple, de passer des commandes, etc., etc. Donc, il y a un impact sur le business, un impact sur l'activité. Il doit être pris en considération. Il y a aussi l'impact image qui est très important. Il y a des entreprises, en fait, leur actif, c'est leur réputation et c'est leur image. Une fois la réputation elle est touchée, elle peut avoir un impact énorme sur la continuité de l'entreprise. Il y a l'impact de deux éléments, en fait, que les entreprises aujourd'hui commencent à prendre en considération. Et également, c'est l'impact sur l'humain, sur la personne, et l'impact sur l'environnement, parce que ce sont des éléments qui ont été apportés surtout par les approches qualité, en fait, le pilier gestion des risques au niveau des différentes normes de ISO qui existent. Donc, une fois je finis tout cela, là, par exemple, le slide qui est devant vous, c'est juste un exemple de l'analyse d'une cause. Par exemple, là, la cause, on voit que la cause, ce sont les personnes. En fait, la cause, elle peut être déclinée en sous-catégories pour faciliter l'identification des plans de contrôle et l'identification des plans d'action. Donc, pour chaque risque identifié, il est rattaché à une des trois grandes familles de causes qu'on a vues tout à l'heure, personnes, procédures, systèmes et facteurs externes. Et par la suite, une fois il est rattaché à une typologie de risque, il est rattaché également à une sous-catégorie. Comme vous pouvez le voir, quand on parle de personnes, donc il y a personnel. Ça, c'est juste un exemple. Le risque est lié à une inadéquation, par exemple, des ressources humaines en termes qualitatifs et quantitatifs. Il y a une sous-catégorie liée à l'éthique, le risque lié, par exemple, à un comportement non conforme et aux dispositions du code de déontologie. Il y a une sous-catégorie relative aux conditions de travail. Ça veut dire un risque qui est lié à une insuffisance de qualité, de conditions de travail susceptibles d'impacter le bon déroulement des activités. Donc, une fois ce travail, là, il est fait d'analyse de processus, puis l'identification des risques et son rattachement à une typologie et aussi à une cause, on passe par la suite à en fait l'identification, je dirais l'évaluation de la probabilité de survenance et l'évaluation de l'impact. Et dans ce cadre-là, je suis toujours dans ce qu'on appelle le risque brut. C'est quoi un risque brut? C'est un risque en fait qui est inhérent à l'activité sans prendre en considération les dispositifs de contrôle qui sont existants. Par exemple, si je prends, par exemple, dans le milieu banque, si je prends, par exemple, le processus, on va dire, opération bancaire, il y a plusieurs risques qui sont liés. Mais certains d'eux sont maîtrisés en raison des dispositifs de contrôle qui existent. Mais si je fais abstraction faite des dispositifs de contrôle et de l'ensemble des procédures et de l'ensemble des contrôles, systèmes d'information, etc., etc., ça veut dire que je suis toujours dans le risque brut. Ça veut dire un risque qui est inhérent d'une façon naturelle, d'une façon systématique à un risque. Donc, on parle de l'évaluation du risque brut. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, comme vous pouvez le voir, il y a deux matrices. Les matrices, en fait, la cartographie, ce qu'on appelle communément la cartographie des risques, elle se présente ainsi et elle est représentée par deux éléments qui sont très importants dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la probabilité de survenance sur une échelle de 1 jusqu'à 5 et l'impact sur une échelle de 1 jusqu'à 5. Alors, pour l'impact, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'impact. Il y a des entreprises qui évaluent uniquement l'impact
financier. Et dans ce cas, en fait, le score du risque serait la probabilité fois l'impact financier. Et il y a des entreprises qui prennent en considération plusieurs types d'impact. Par exemple, l'impact financier, l'impact image, l'impact réputation, l'impact sur l'activité, l'impact environnement, l'impact sur l'humain. Donc, une fois, si je prends en considération l'ensemble de ces impacts-là, pour pouvoir définir le score du risque, donc, je prends le maximum de ces impacts que je multiplie par la probabilité et c'est ce qui me donne le score du risque comme c'est représenté devant vous dans ces deux matrices. Alors, les éléments qui sont en vert sont des risques faibles. En jaune, ce sont des risques moyens et en rouge, ce sont des risques forts. Et cela dépend de l'appétence de risque de chaque entreprise. Par exemple, si je regarde la matrice qui est à gauche, je vois par exemple que pour un risque avec un impact égal à 1 et une probabilité de survenance égale à 5, je suis quand même à un risque moyen. Quand je vois la matrice qui est à droite avec une probabilité de survenance de 1 plutôt avec un impact de 1 et une probabilité de 5, je suis toujours sur un risque faible. Là, en fait, ça dépend de l'approche qui est adoptée par chaque entreprise en termes de sa politique de gestion des risques, en termes d'appétence de risque, et en termes d'acceptation de risque. Quand je vois, par exemple, sur la matrice gauche, l'impact, il est de 5 et la probabilité de survenance de 1, je suis dans un risque moyen, et celle à droite, je suis à un impact de 5 et une probabilité de survenance de 1 et je suis quand même je le considère quand même comme un risque fort. Donc, vous voyez la différence entre les deux matrices. Donc, tout cela dépend de l'approche qui est adoptée par chaque entreprise. Allô? Donc, une fois j'évalue mon risque brut, qui est inhérent systématiquement à l'activité, donc je passe à ce qu'on appelle l'identification et l'évaluation des dispositifs de contrôle. Et là, en fait, le dispositif de contrôle existant, ça veut dire quels sont les éléments qui sont existants, pas des dispositifs de contrôle que je pourrais mettre en place, mais des dispositifs de contrôle qui sont existants. Par exemple, il y a des procédures, il y a un blocage au niveau du système d'information pour les opérations, il y a par exemple un principe de double signature, etc., etc. Il y a plusieurs éléments qui composent ce dispositif de contrôle. Donc, ces contrôles-là sont effectués à tous les niveaux hiérarchiques et sont de nature très diverse. Il y a des actions, comme je disais, qui approuvent, il y a des actions qui peuvent autoriser, des actions pour un rapprochement, pour une vérification, pour la performance opérationnelle, pour la séparation des tâches ou carrément pour la sécurité des actifs. Donc, les dispositifs de contrôle, on les met en place en fait pour pouvoir couvrir les risques identifiés et ils constituent une composante de ce qu'on appelle le système de contrôle interne. Parce qu'un système de contrôle interne, c'est très large. Il ne se compose pas uniquement d'un dispositif de contrôle interne, un système de contrôle interne. Ça va du contrôle premier niveau, le contrôle deuxième niveau et le contrôle de troisième niveau qui est l'audit. Et il y a même le quatrième qui est l'audit externe. Donc, tout cela compose le système de contrôle interne. Donc, ce dispositif de contrôle que je mets en place pour couvrir les risques que j'ai pu identifier, ils sont une composante du système de contrôle interne et il n'est pas lui-même uniquement le système de contrôle interne. C'est juste une composante.
Donc, pour chaque risque, j'identifie un dispositif de contrôle. Donc, une fois j'identifie le dispositif de contrôle, comme j'ai dit, il peut s'agir de contrôle système, de contrôle manuel, des procédures, des rapprochements, des doubles signatures, des vérifications, etc., etc. Donc, une fois j'identifie ces contrôles, je passe à la phase évaluation du contrôle. Ça veut dire évaluation du contrôle, tout d'abord en termes d'adéquation. Il y a des éléments. Il y a tout d'abord l'adéquation et l'efficacité. Quand je parle d'adéquation, je dis, est-ce que le contrôle tel qu'il est conçu, est-ce qu'il fournit une couverture appropriée de risques identifiés? Ou bien il peut fournir uniquement une couverture partielle de ce risque, ou bien il n'est pas du tout adéquat et il ne participe pas à la maîtrise de ce risque. Et dans ce cas-là, je mets que c'est un contrôle inadéquat et il n'a même pas lieu d'exister. Une fois donc j'évalue l'adéquation des risques, en fait, je passe à l'évaluation de son efficacité. Est-ce que ce contrôle-là, il est satisfaisant ou bien satisfaisant avec réserve, non satisfaisant ou bien carrément non évalué? Un contrôle satisfaisant, ça veut dire qu'il fonctionne efficacement d'une manière permanente pour couvrir ce risque. S'il est satisfaisant avec réserve, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas d'une manière permanente ou bien il me permet de couvrir le risque d'une façon qui n'est pas efficace. S'il est insatisfaisant, ça veut dire que le contrôle il n'est pas efficace et il faut chercher un autre moyen pour pouvoir, ou bien un autre contrôle à mettre en place pour pouvoir évaluer ce risque. Ou bien des fois, le risque, en fait, le contrôle, il n'est pas évalué. Ça veut dire que l'efficacité de ce contrôle n'a pas pu être appréciée. Généralement, quand est-ce qu'il n'est pas évalué? Quand le contrôle, il est nouveau, il vient d'être mis en place. Ça veut dire qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'évaluer l'efficacité de ce contrôle-là. Donc, pour pouvoir, avant tout cela, pour pouvoir, en fait, recenser le contrôle, donc il y a des entretiens qui se font avec les opérationnels et leurs responsables. Il y a ce qu'on appelle la base incident qui est consulté pour voir si le contrôle, les contrôles qui existent ont pu prendre en charge les incidents qui ont survenu ou pas. Il y a les rapports d'audit internes ou externes qui m'aident aussi comme un outil sur lequel je pourrais me baser pour pouvoir recenser le contrôle. Donc, on a vu l'évaluation de l'adéquation de contrôle, l'évaluation de son efficacité. Et aussi, j'identifie ce que j'appelle la nature de contrôle. Un contrôle, il peut être de trois natures, soit préventif, soit détectif, soit correctif. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôle préventif, il agit sur la probabilité de survenance. Ça veut dire quand je mets un contrôle préventif, j'agis sur la réduction de sa probabilité de survenance. Quand il est en fait détectif, il me permet d'alerter lors de la manifestation du risque. Et quand il est correctif, il est conçu pour réduire les impacts du risque. Donc, les contrôles peuvent être de plusieurs natures et chaque nature agit soit sur l'impact, soit sur la probabilité. Donc, si moi, par exemple, j'ai un risque avec un impact fort, donc je sais très bien que je dois mettre un contrôle correctif pour pouvoir agir sur l'impact. Si, par exemple, j'ai un risque dans l'évaluation brute, elle est forte, elle est élevée, donc je sais très bien que derrière, je dois mettre beaucoup de contrôles préventifs qui me permettent d'agir sur la probabilité de survenance. Donc, une fois le dispositif de contrôle, il est identifié et il est évalué, donc je passe à ce qu'on appelle l'évaluation du risque net. Ça veut dire l'évaluation du risque tout en prenant cette fois-ci le dispositif de contrôle qui est mis en place.
donc brut, je ne prends pas en considération le dispositif de contrôle et c'est pour cela que la matrice des risques bruts, on trouve que pratiquement 80% des risques sont très forts, ils sont en rouge. Mais quand je mets en place le dispositif de contrôle, je passe à une évaluation du risque net qui normalement doit être moins élevée que l'évaluation brute. Pourquoi? Parce que je prends en considération le dispositif de contrôle qui est mis en place. Donc, je passe du brut au net en me basant sur les dispositifs de contrôle comme je viens de dire, en me basant aussi sur la base des incidents survenus, surtout en termes de fréquence, en me basant uniquement sur ce qu'on appelle les Key Risk Indicators, les résultats des indicateurs clés des risques que je peux mettre en place pour suivre en fait l'efficacité de ma gestion des risques, et aussi les résultats des rapports d'audit internes et externes qui sont très importants et qui apportent un support dans le passage d'évaluation du brut vers le net. Donc, une fois l'évaluation nette elle est faible, donc, il y a une fois plutôt l'évaluation nette, elle est faite, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les risques résiduels. Ça veut dire que des fois, quand je fais l'évaluation nette, il se trouve que au lieu de me situer sur un score de risque qui est faible ou je dirais au moins moyen, il y a des risques dont le score reste toujours élevé. Et du coup, là, il y a une décision qui est prise généralement par les hautes instances de chaque institution. On dit voilà le risque, voilà l'évaluation du risque malgré la prise en considération des dispositifs de contrôle qui existent. Et dans ce cas-là, il y a deux cas de figure. Soit, en fait, les hautes instances de cette institution, ils acceptent le risque, ils sont conscients de ce risque et ils l'acceptent et ils disent qu'on est prêt à supporter ce risque. Donc, on dit que le risque, il est accepté et comment la décision elle est prise, comment on dit qu'un risque il est accepté même si on sait que sa probabilité de survenance elle est élevée et même si on sait que son impact peut être fort. Généralement, quand est-ce qu'on accepte ces situations? C'est quand le coût de la mise en œuvre du plan d'action est plus élevé que l'impact de ce risque en lui-même. Et aussi, lorsque la survenance de ce risque, elle dépend de facteurs externes qui ne peuvent pas être contrôlés par l'institution. Donc, dans ce cas-là, on dit qu'on accepte le risque et on est conscient de ce risque et on le surveille d'une manière permanente. Des fois, on dit que l'institution, en fait, elle peut se dire que non, moi, je n'accepte pas ce risque, je n'ai pas les moyens, en fait, pour subir l'impact qu'il peut avoir sur moi et je n'ai pas les moyens pour agir sur sa probabilité de survenance qui peut s'avérer très élevée. Et dans ce cas-là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire de plus pour encore réduire l'évaluation nette de ce risque, pour encore minimiser le score net de ce risque. Ça veut dire que je mets devant moi une évaluation cible. Et pour pouvoir minimiser l'impact, en fait, et le score plutôt de ce risque, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le plan d'action que je peux mettre en place? Et donc, je définis un plan d'action qui doit être précis, pertinent, réaliste et avec une échéance et un avancement qui est surveillé. Donc, là, c'est pour le cas des organismes qui n'acceptent pas un risque donné. Donc, ils doivent mettre en place un plan d'action qui leur permette en fait d'atteindre une évaluation cible qui généralement est faible. Elle est en vert, elle est faible, comme vous pouvez voir dans le slide qui est devant vous.
Donc là, on a vu bien sûr les définitions, les objectifs de la gestion des risques, un focus principalement sur le risque opérationnel, c'est quoi sa définition, comment on l'identifie, comment on le catégorise, comment on l'évalue, comment on obtient un risque brut en se basant sur des éléments principaux, à savoir la probabilité de survenance et l'impact qui peut être financier, image, activité, humain et environnement. Ce sont des éléments nouveaux qui sont pris en considération. Et aussi, on a vu comment en fait réduire le score des risques bruts en mettant en place un dispositif de contrôle interne qui doit être évalué, pas mettre un dispositif de contrôle interne comme ça pour dire qu'on a un dispositif de contrôle interne, mais un dispositif qui est adéquat, qui est efficace et qui permet de prendre en charge les risques qui sont inhérents à mon activité. Donc, une fois l'ensemble de ces éléments-là sont faits, on passe aussi à une deuxième évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation nette, ça veut dire en prenant en considération les dispositifs de contrôle qui sont mis en place et par la suite, soit j'accepte le score net de mon risque, soit je l'accepte pas et je définis un score cible auquel je veux arriver à travers la mise en place d'un plan d'action qui doit être suivi et pertinent et précis. Donc, tous ces éléments-là dont je viens de parler se fait à travers un moyen sous le nom la cartographie des risques opérationnels. La cartographie des risques opérationnels, donc c'est un fichier Excel qui contient l'ensemble de ces éléments-là et où je peux très bien voir comment mes risques sont cartographiés, comment ils sont évalués, quels sont les dispositifs de contrôle, quelle est l'évaluation de ces dispositifs de contrôle et quel est le score net et les plans d'action qui reviennent à chaque risque et pour chaque processus de l'entreprise parce que ça couvre l'ensemble des processus, l'ensemble des métiers qui peuvent exister dans une entreprise. Une fois, en fait, j'ai une cartographie, donc l'objectif, en fait, pourquoi la gestion des risques, c'est un métier de gouvernance, parce que une fois je fais tout cela, en fait, je fais une analyse globale de l'exposition de l'organisme au risque. Ça veut dire, je fais une analyse globale. Je dis, voilà mes risques forts, voilà mes risques faibles, voilà mes risques moyens, voilà la nature de mes risques forts, moyens et faibles, etc., etc. Donc, une fois j'ai la cartographie de l'ensemble de l'institution, je peux facilement identifier les principaux risques critiques. Ça veut dire les risques les plus forts et critiques et qui peuvent avoir un impact sur mon institution. Et par la suite, en fait, j'évalue les dispositifs de contrôle interne. Ça me permet, en fait, d'évaluer les dispositifs de contrôle interne et aussi de suivre la mise en œuvre des plans d'action qui sont définis pour la maîtrise de ces risques. Donc, il y a une analyse qui est faite derrière sur la cartographie des risques pour pouvoir pas identifiés, ils sont déjà identifiés, mais juste un document qui recense les risques critiques de l'établissement, les dispositifs, l'évaluation du dispositif de contrôle interne et les plans d'action qui doivent être mis en place pour pouvoir réduire le score des risques nets. Donc, le reporting, c'est une étape qui est très importante. Par la suite, comme j'ai dit au début, c'est l'actualisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dispositif de gestion des risques doit être actualisé au fur et à mesure. Chaque entreprise dans le cadre de sa politique de gestion des risques, adapte la fréquence qui lui convient. Mais généralement, c'est toutes les années. Généralement, je parle d'une façon générale, le dispositif, il est actualisé chaque année. Mais il y a des entreprises aussi qui l'actualisent au fil de l'eau. Par exemple, s'il y a une réorganisation de l'entreprise,
Le dispositif, il doit suivre, en fait, il doit refléter l'image réelle, il doit transposer il doit être transposé sur l'instant T de l'entreprise. Par exemple, il y a une extension d'une activité, il y a une suppression d'une activité, il y a l'acquisition ou bien d'un nouveau système d'information qui est utilisé, il y a la survenance d'un incident qui a eu un impact. Donc, ces éléments-là, en fait, doivent être pris en considération dans le cadre de l'actualisation de cette cartographie ou bien de ce dispositif de gestion des risques opérationnels. Et en fait, cette actualisation aussi, si elle est annuelle ou à n'importe quelle fréquence, elle me permet de prendre en considération en fait de nouvelles données. Il y a des nouveaux risques, ce qu'on appelle les risques émergents. Il y a des risques qui sont nouveaux. Il y a des risques en fait qui apparaissent chaque année en fonction de l'évolution, en fonction du temps. Il y a des risques qui sont nouveaux chaque année et qui doivent être pris en considération, surtout les risques qui sont liés à des facteurs externes, par exemple. Je dirais, il y a des risques, par exemple, quand on a vu il y a longtemps, il y a maintenant des années, les risques qui sont liés au blanchiment de capitaux, financement de terrorisme, c'était à un certain moment encore nouveau, donc il fallait prendre ça en considération. Les risques qui sont liés à la cybersécurité, les risques maintenant qui sont liés, par exemple, à l'intelligence artificielle, donc toute nouveauté doit me pousser à actualiser mon dispositif de gestion de risque pour qu'il reflète, au fait, l'image à l'instant T. Et au fur et à mesure, cette approche, en fait, doit être complétée et actualisée au fil du temps. Donc, sans trop tarder, moi, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce dispositif de gestion des risques opérationnels et de contrôle interne. Je vous écoute si vous avez des questions et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Alaoui. Donc, pour cette présentation, en tout cas, très, très enrichissante et très informative. En tout cas, votre expertise et votre gestion des risques en contrôle interne est non seulement impressionnante, mais aussi essentielle pour nous tous ici aujourd'hui. En tout cas, nous vous remercions pour cette présentation. Donc, à présent, pour tirer le meilleur parti des connaissances que Madame Alaoui a partagées avec nous, nous allons passer à la session des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur le point spécifique qu'elle a abordé aujourd'hui ou sur des sujets plus larges. Donc, liés bien sûr à la gestion des risques. Donc, Madame Alaoui, elle est là pour approfondir les discussions et répondre à vos interrogations. Donc, pour poser les questions, vous avez juste qu'à lever la main et naturellement, je vais donner la parole par ordre de demande. Et pour certains, bien sûr, vous pouvez l'envoyer bien sûr par message. Donc, là, on va prendre une première question. Donc, de Monsieur Julius Daniel Oiseau. Bonsoir, Monsieur Oiseau. Comment allez-vous? Monsieur Oiseau, est-ce que vous... Allô, bonsoir, monsieur, vous m'entendez? Oui, on vous entend très, très bien, Monsieur Oiseau. Comment allez-vous? Ça va bien déjà, et chez vous déjà. Merci déjà pour la parole. Je vous en prie. Bon, d'accord. Moi, ma question déjà, c'était au niveau même déjà de la mise en place, en fait, du dispositif, en fait, du contrôle interne lié à la gestion des risques, en fait. Je voulais mieux comprendre, en fait, la mise en place. Voilà. Pour une structure, par exemple, qui vient de naître, en fait, aujourd'hui, comment s'y prendre pour la mise en place? Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Alaoui? Alors, pour une structure récente ou bien qui vient de naître, c'est le moment idéal, en fait, c'est le meilleur moment pour mettre en place un dispositif de gestion et de contrôle interne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas possible de mettre un dispositif de contrôle interne sans mettre
avant un dispositif de gestion de risque. Donc, pourquoi je vais mettre un dispositif de contrôle interne? C'est pour pouvoir couvrir un risque. Maintenant, si j'ai pas identifié mes risques, si je les ai pas évalués, ça sert à rien de mettre en place un dispositif de gestion de risque. Donc, le dispositif de gestion de risque, c'est quelque chose de préalable pour pouvoir mettre en place un dispositif de contrôle interne. Et vous, en fait, dans votre cas, vous avez dit, par exemple, pour une entreprise qui vient de naître, je pense que l'approche peut être meilleure dans ce cas-là parce que le dispositif, il grandit au fur et à mesure de l'évolution de la taille de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Madame Alaoui, voilà, donc pour cette réponse assez précise. Donc, j'espère que voilà, donc ça répond bien sûr à votre question. Donc, sans plus tarder, on va enchaîner avec Monsieur Ba. Monsieur Ba, bonsoir. Oui, allô, oui, bonsoir, mon cher, comment allez-vous? Très très bien. Et vous, Monsieur Ba, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va vraiment. Bon Ramadan, hein. Merci beaucoup. Et merci aussi à Madame pour son exposé. C'est vraiment bien. En fait, je ne vais pas tarder. La question que je m'en irais poser, c'est au niveau de l'identification des risques. L'exemple qu'elle a donné dans son exposé, elle a pris l'exemple d'une banque. Donc, supposer maintenant que l'entité dont il est question est une entité qui s'intéresse aux actions sociales, un exemple. Supposons que nous avons une fondation internationale qui se met en place et dans un environnement étrange, un exemple chez nous ici en Afrique, un exemple. Alors, quels sont les leviers possibles qu'il faudrait pour identifier les risques environnementaux pour une telle institution? Voilà. C'est un qui parle. Oui, c'est Monsieur Maïga, donc je voulais pas vous interrompre. Donc, Monsieur Maïga, c'est bon, c'est réglé, je viens de couper le micro, donc vous pouvez continuer. La question est comprise ou bien je vais la répondre? Donc, est-ce que, Madame Alaoui, est-ce que là, il a besoin de reprendre ou vous avez bien compris le contenu de la question? Non, je pense que j'ai bien saisi sa question. En fait, il s'agit d'une fondation ou bien d'une entreprise à caractère social. En fait, la démarche qui est utilisée, elle est la même, que ce soit pour les entreprises financières, les entreprises industrielles, les associations également, les fondations également. Donc, l'approche, elle est la même. D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde, vous pouvez le voir sur le document du comité de Bâle, quand on regarde les catégories d'événements qui existent, en fait, pour une association, je prends le cas d'une association ou bien une fondation sociale, il peut y avoir, par exemple, de la fraude interne, ça arrive. Il peut y avoir de la fraude externe, ça arrive. Il peut y avoir au fait des pratiques qui sont inappropriées en matière de sécurité, en matière sur le lieu de travail, en matière d'emploi. C'est vrai qu'il n'y a pas la catégorie client, par exemple, produits et pratiques commerciales, mais il y a bien d'autres catégories qui sont recensées dans le document Bâle et qui représentent carrément des catégories d'événements. Donc, ce qui va distinguer cette entreprise sociale, je dirais, des autres entreprises, c'est que sa cartographie va être, en fait, les typologies de risques ne seront pas les mêmes qu'une entreprise industrielle ou commerciale ou financière, etc., etc. Mais ces catégories-là, comme je viens de citer, sont prises en charge également par le comité de Bâle, par le document sur le dispositif de gestion des risques opérationnels. Donc, l'approche, elle est la même partout. D'accord. Merci bien, c'est vraiment compris. Merci beaucoup, M. Boubacar. Merci, je vous en prie, M. Ba. Merci. Voilà. Donc, on va enchaîner. Donc, Madame Alaoui, en fait, il y a une question qui a été envoyée dans le chat par Monsieur Malemeko Gislain. Donc, je vais lire la question. Donc, il demande à savoir comment peut-on mettre en place un dispositif de contrôle interne qui est lié aux attaques de systèmes de gestion dans une banque par rapport à l'IA. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris la question.
En fait, comment? Oui, oui, j'ai bien saisi la question. Là, la question est un cas pratique, au fait. Et on ne peut pas, en fait, répondre directement à cette question. Pourquoi? Parce que là, moi, je parle de l'approche. Maintenant, en fait, un risque lié à l'IA dans une banque n'est pas le même dans une entreprise industrielle, n'est pas le même dans une entreprise sociale, n'est pas le même dans une autre typologie d'entreprise. Là, en fait, moi, la chose que je voudrais souligner, c'est l'approche. Ça veut dire, pour pouvoir identifier ça, généralement, je vais m'adresser, par exemple, vers le métier système d'information avec lesquels, en fait, le risk manager, il challenge le métier. Il doit connaître les risques émergents et les risques qui sont spécifiques et les nouveaux risques. Donc, je m'adresse, par exemple, au métier de soit les systèmes d'information, soit si c'est une grande entreprise, il y a carrément des lignes métiers qui sont spécialisées dans tout ce qui est transformation, innovation, des labs innovation, etc. etc. Donc, ces métiers-là, vous m'entendez? On vous entend, il y a un petit écho. Je m'entends, si je m'entends derrière. OK. Effectivement. Donc, c'est M. Marot qui avait activé son micro. Donc là, c'est bon, c'est réglé. Vous pouvez poursuivre. Vous prêt. Donc, je disais que je dois m'adresser vers ces lignes métiers-là et les challenger pour pouvoir identifier des risques qui sont liés, par exemple, à l'IA. L'approche, moi, je parle de l'approche parce que, comme je disais, le fond n'est pas le même partout, mais la forme, elle est pratiquement la même. Ce sont des normes internationales qui sont utilisées partout généralement. Bien sûr, avec des degrés d'approfondissement. Il y a des pays qui sont avancés, il y a des pays qui sont moyennement avancés, il y a des pays qui à peine ont démarré cette fonction. Donc, l'approche, elle reste la même. Ça veut dire que je vais voir comment l'IA peut impacter le processus. Comment ce risque-là peut être évalué? Comment est-ce qu'on peut mettre en place un dispositif de contrôle pour faire face à ce risque-là? Comment on l'évalue? Est-ce que l'évaluation est pertinente ou pas? Et est-ce que finalement, parce que des fois, on peut se retrouver, comme je viens de dire tout à l'heure, avec des risques cibles qui sont toujours forts. Est-ce que j'accepte ce risque qui est lié à l'intelligence artificielle ou bien je l'accepte pas? Si je l'accepte, ça veut dire que j'ai les moyens pour le supporter ou bien les coûts de leur mise en place est largement supérieur sur leur impact et donc je l'accepte ou bien je l'accepte et je dois mettre un plan d'action pour pouvoir remédier à tout seul. Voilà. Merci pour cette brillante réponse, voilà, avec une précision, voilà, donc à ne rien dire. En tout cas, on va poursuivre. S'il vous plaît, pour une meilleure tenue de la séance, c'est très important, s'il vous plaît, donc de couper vos micros. Donc, une fois que je vous aurai donné la parole, bien entendu, vous pouvez l'activer, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Senou, s'il vous plaît, si vous pouvez couper votre micro. Merci à vous. Voilà. Donc, on va poursuivre au niveau des questions. Vous êtes assez nombreux à vous poser des questions. Donc, comme je disais, je vais prendre par ordre de demande. Donc, sans trop tarder, je m'en vais citer alors Monsieur Diallo Alpha, bonsoir. Monsieur Diallo Alpha. Bonsoir, comment allez-vous? Très, très bien, et vous? Oui. Monsieur Diallo, nous vous écoutons si vous avez une question. Très bien, merci. Merci. Voilà, donc vous avez une question en fait, pour Madame Alain? Oui, avec intérêt. Oui, j'ai une question, Je disais bien, je suis avec intérêt la formation et je voudrais poser une question concernant l'impact. L'impact précisément au niveau de la probabilité. Là-bas, je n'ai pas bien compris la partie. D'accord. L'impact par rapport à la probabilité, c'est bien ça. Voilà, Madame Alavi.
Alors, je disais que pour pouvoir évaluer un risque, on prend en considération deux éléments qui sont très importants. Il y a la probabilité de survenance de ce risque, ça veut dire est-ce que ce risque il peut survenir une fois par mois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois. Donc, la probabilité de survenance, est-ce qu'elle est faible, moyenne ou élevée? Et je prends aussi en considération l'impact. Et cet impact-là, il peut être un impact financier, un impact image, un impact sur l'activité, etc., etc. Donc, pour pouvoir évaluer un risque, je dois mettre en place un score. Et le score du risque, c'est la probabilité de survenance fois l'impact. Ce sont les deux éléments qui sont pris en considération pour pouvoir dire un risque, est-ce qu'il est faible, moyen ou faible. Mais quand l'organisme prend en considération plusieurs impacts, donc il faut prendre le maximum, en fait, l'impact le plus élevé, c'est lui qui est multiplié par la probabilité de survenance pour pouvoir dégager le score du risque. Donc, c'est ça, c'est la méthode qui est utilisée partout pour pouvoir évaluer le score d'un risque. C'est la probabilité fois le maximum des impacts. Parfait. Merci beaucoup, Madame Alaoui, encore une fois. Donc, Monsieur Diallo, j'espère que ça répond à votre demande. Alors. Oui, je suis satisfait. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, donc, on va poursuivre avec Monsieur Kamara Mamadi. Bonsoir, Monsieur Kamara. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous me recevez très bien? Voilà, nous vous recevons, mais c'est un peu haché, en fait. On vous entend de très loin. Si vous êtes un peu loin de votre micro, je vous prie de vous en rapprocher. C'est très possible. Monsieur Kamara, on vous entend à peine. Certainement, vous avez un problème de micro. Voilà, merci pour la parole. Donc, avant de commencer, c'est vous le directeur, non? On vous entend, mais c'est très haché. Ah bon, mais c'est mieux que je vous très bien. Je peux pas aller maintenant. Sinon, vous pouvez l'envoyer via le chat, parce que là, on vous entend pas du tout. Donc, on va continuer, ça peut aller. Vous m'entendez, non? Oui, mais c'est très difficile. Mais poursuivez, on va essayer quand même. Allez-y. Voilà, c'est un effort. Donc, la prochaine fois, donc, le jeu, c'est vraiment d'accord. Voilà, je disais, on doit se mettre d'abord, je pense que nous demandons plus de sport, parce que nous sommes des musulmans vraiment de l'enfant. Donc, la formation est prévue avec Monsieur Camara, excusez-moi de vous couper la parole. Vraiment, on a vraiment envie de vous écouter, mais vraiment, c'est très compliqué. On vous entend pas du tout. Quel que soit un problème de connexion, ou bien essayer de vous déplacer un peu peut-être. Vous me recevez maintenant? Voilà, là c'est parfait. Là, on vous reçoit 5 sur 5. Vous pouvez poursuivre. D'accord. Voilà, je disais dans un premier temps, c'est une demande que je fais avant de poser la question. Voilà, parce que là, l'heure de la conférence était prévue à un moment donné où on devait aller à la mosquée, vous comprenez? Voilà, parce que c'est le mois de Ramadan, on ne peut pas abandonner la prière pour la conférence, bien vrai que la conférence elle est importante. Donc, si prochainement vous pouvez tenir compte de ça pour décaler un peu les heures afin que tout le monde puisse participer. Parce que moi, je suis venu juste, j'ai suivi seulement 10 minutes ou 15 minutes comme ça, vous voyez. Donc, depuis avant-hier, j'étais programmé pour la formation, mais malheureusement, je n'ai pas pu suivre la formation à cause de la prière, quoi, vous voyez, non? Bien sûr, je comprends très bien. Voilà. Si vous tenez compte de ça, ça me fera plaisir. Ça, c'est en deuxièmement. Si vous tombez sur une partie où elle parlait du dispositif et la sélection des risques, vous comprenez? Donc, maintenant, j'aimerais savoir si le dispositif est mis en place en fonction du risque et si c'est à partir du risque qu'on détermine le dispositif ou on met d'abord en place le dispositif avant de déterminer les risques. D'accord. Alors, Madame Alaoui, est-ce que vous avez compris la nature de la question? Oui,
Oui, oui. Parfait. En fait, la détermination ou bien l'identification du risque est une composante de dispositif parce que le dispositif, il est plus global. Il englobe tous ces éléments-là, rentrent dans le cadre du dispositif. Donc, le dispositif de gestion des risques, c'est tout ce que j'ai présenté. Ça veut dire l'analyse des processus, l'identification du risque brut et leur évaluation, la mise en place de dispositifs de contrôle interne et leur évaluation, les risques nets, les risques cibles, la cartographier l'ensemble de ces éléments-là. Donc, tout ça rentre dans le cadre de dispositifs de contrôle interne. Et encore, même tout ce qui est actualisation, tout ce qui est politique d'actualisation, tout ce qui est reporting, tous ces éléments-là constituent le dispositif de gestion de risque. Une fois j'ai tous ces éléments-là, je peux dire que j'ai un dispositif de gestion des risques. Je peux avoir, par exemple, uniquement une cartographie, mais une cartographie, c'est juste une composante d'un dispositif. Le dispositif, c'est quelque chose qui traite les risques de bout en bout. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, mais maintenant, on met d'abord en place le dispositif avant de déterminer le risque, ou bien c'est après avoir déterminé le risque qu'on fait maintenant allusion au dispositif? En fait, on met en place d'abord la politique, pas le dispositif. C'est différent. On met en place la politique de gestion des risques que moi, en tant qu'organisation, je souhaite adopter. Mais le dispositif de gestion de risque, il est composé de l'ensemble de ces éléments-là. C'est pas que je mets en place un dispositif et après j'identifie le risque. L'identification du risque est une composante de dispositif. Vous comprenez? Ok, j'ai compris la partie. Et en plus aussi, monsieur, oui. voilà, est-ce qu'on peut avoir accès à... Bon, la formation, elle est enregistrée? Effectivement, elle est enregistrée, monsieur Camara. Donc, déjà, pour répondre à votre première demande, vous inquiétez pas, ça a été pris en considération. Et pour les prochaines séances, bien sûr, nous allons tenir compte de votre remarque. D'accord. Voilà. Allez-y. Voilà. Donc, concernant la deuxième demande, à savoir si vous pouvez revisionner, bien sûr, la conférence, avec plaisir, effectivement, vous pourrez le revisionner plus tard. Plus tard, mais sur quel site? Normalement, vous l'aurez dans vos groupes de classe via WhatsApp. Le lien sera partagé avec vous. D'accord, merci monsieur. Je vous en prie. Ok. Voilà, donc on va poursuivre sans trop tarder parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient bien sûr poser des questions. Donc on a un peu pris par le temps. Donc on va passer à Monsieur Keita Omar. Bonsoir. Monsieur Keita, si vous nous entendez. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien, monsieur Keita. Bienvenue. Oui, je vous entends. Depuis la Guinée. Parfait. Bienvenue, monsieur Keita. Donc, vous avez une question? Je remercie très sincèrement la contribution. Merci à vous aussi. On ne vous entend plus, monsieur Keita, parce que votre micro est coupé apparemment. Monsieur Keita, nous ne vous recevons pas. Je ne sais pas si vous arrivez à nous entendre, mais nous ne vous entendons pas du tout. Bonsoir. Bon, apparemment, il y a un petit souci. Oui, poursuivez, monsieur Keita, nous vous entendons. Apparemment, vous avez un petit souci technique, il n'y a pas de souci. Donc, je pourrais éventuellement revenir vers vous. Donc, on va continuer. Une fois que vous aurez réglé votre problème technique, il n'y a aucun problème, je vous redonne la parole. Alors, donc, on va poursuivre. Il y a monsieur Francky. Monsieur Francky, bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir à vous, merci. Merci beaucoup pour la parole. Alors, oui, moi aussi, avec un petit souci de connexion, j'ai un peu participé à la fin, mais j'aimerais quand même poser une question. Comment allez-vous? Alors, c'est par rapport... Bonsoir. Ma question, c'est par rapport... j'aimerais savoir, par rapport
les cyberattaques sont aujourd'hui l'un des principaux risques opérationnels. Oui, allô, bonsoir. Malgré les mesures de sécurité, les failles humaines restent la principale porte d'entrée des attaques. Alors, j'aimerais savoir, faut-il prioriser la technologie ou plutôt investir davantage dans la formation des employés pour réduire ces risques opérationnels? Donc, j'ai plusieurs questions, mais je n'aimerais vraiment pas peut-être monopoliser la parole. Je vais peut-être d'abord poser celui-là. D'accord. Alors, Madame Alaoui? Alors, effectivement, pour les risques qui sont liés à la cybersécurité, ce sont des risques qu'on appelle, nous, dans le domaine de gestion des risques opérationnels, ce sont des risques émergents. Ça veut dire des risques qui émergent récemment. Et on ne peut pas ne pas les subir parce que c'est le contexte, il a beaucoup changé. Le contexte dans lequel on exerce nos activités aujourd'hui, on est obligé de suivre. Sinon, on serait dépassé, on serait mort. Donc, on est obligé de suivre la technologie, on est obligé de suivre les nouvelles technologies, mais en contrepartie, en face de tout cela, il faut mettre un dispositif de contrôle le plus solide possible. Par exemple, là, pour les risques liés à la cybersécurité, les entreprises, par exemple, ils peuvent investir parce que si on est sensibilisé par rapport à la cybersécurité, on peut se protéger contre ces risques. Donc, les entreprises peuvent investir et c'est le cas pour quelques entreprises, je dirais, peuvent investir dans la formation de leur personnel sur les risques qui sont liés à la cybersécurité. Par exemple, il y a des flash infos qui peuvent être envoyés d'une façon hebdomadaire ou mensuelle. Il y a des maquettes d'informations qui peuvent être envoyées à tous les collaborateurs pour leur dire, par exemple, attention, il faut pas cliquer sur des liens, il faut pas répondre à des personnes suspectes ou bien que vous connaissez pas. En cas de doute, vaut mieux passer, par exemple, par les spécialistes du domaine qui sont au niveau de l'entreprise, etc., etc. Et aussi, il faut que les systèmes d'information soient solides. Ça veut dire que l'entreprise doit mettre des garde-fous qui permettent, au fait, d'éjecter plusieurs tentatives d'attaque d'une manière systématique et d'une manière automatique. Et ça existe et ça se fait. Par exemple, quand je prends le secteur bancaire, les systèmes d'information permettent d'éjecter déjà systématiquement et automatiquement plusieurs incidents d'attaque par exemple, de la base de données. C'est ce qu'ils veulent attaquer généralement, la base de données. Donc, le système d'information, il est tellement solide et tellement robuste et il contient des garde-fous rien que pour ça, pour pouvoir éjecter ce type d'attaque. Et aussi, il faut investir massivement aujourd'hui dans la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise sur les risques qui sont liés à la cybersécurité. Et une fois un collaborateur, il est sensibilisé de bout en bout, il sait qu'il y a par exemple des personnes malveillantes qui peuvent attaquer une entreprise à travers ses collaborateurs, le risque se produit très rarement. Merci beaucoup, Madame Alaoui, encore une fois. Voilà. Donc, Monsieur Franqui, donc ça répond à votre question. Ah oui, merci beaucoup. Ça répond bien que j'ai plusieurs questions, mais bon, je n'aimerais vraiment pas. Je pense qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont des questions. Effectivement, mais n'empêche que si vous avez une autre question, vous pouvez tout simplement l'envoyer via le chat ou le faire parvenir au COP qui gère votre dossier. Et les questions seront transmises bien sûr à Madame Alaoui qui, une fois avoir le temps, il reprendra et on vous le fera parvenir. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, donc, on a un peu préparé le temps, donc on va essayer juste d'accélérer un peu. Donc, je vous prie juste d'écouter un peu les questions pour pouvoir donner l'occasion à d'autres participants de poser leurs questions. Donc, Monsieur Enoch Nagano, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Moi, je suis venu un peu en retard, donc je vous ai trouvé déjà à mi-chemin, donc alors
il y a un prédécesseur qui a déjà posé la question de savoir comment retrouver cet enregistrement, vu que c'est ma toute première fois de participer à votre webinaire. Donc, je ne sais pas par où commencer, par quelle plateforme y aller. D'accord. Dans tous les cas, vous aurez juste à prendre contact avec le COP qui gère bien sûr votre préinscription. Et naturellement, dans les groupes de classe, vous aurez le lien pour pouvoir revisionner le tout. Ok. Comment entrer en contact avec lui? Est-ce que c'est lui qui va m'écrire ou parce que moi j'ai accédé à travers un lien, comment on voyait, j'ai juste cliqué. D'accord. Et vous êtes préinscrit pour quelle formation à la base? En tout cas, je ne sais pas les formations que vous disposez, mais voilà, je ne sais pas, peut-être faudrait que je puisse d'abord voir ce que vous formez. D'accord. Donc, je vais vous écrire, bien sûr, en aparté, comme ça, bien sûr, je peux vous mettre un rapport directement avec le COP qui gère la formation qui vous intéresse. D'accord, ça va, merci. Voilà, je vous en prie. Alors, donc, monsieur Dembélé, bonsoir, monsieur Dembélé Oumar. Monsieur Dembélé, est-ce que vous nous entendez? Donc, apparemment, monsieur Dembélé, donc, voilà, ne nous entend pas. Donc, je vais prendre une question de monsieur Sori Ibrahim Silla. Donc, madame Alaoui, monsieur Silla voudrait savoir quels sont les types de bruits qui peuvent perturber les processus sur les décisions humaines ou technologiques. Je ne sais pas si c'est un rapport un peu avec l'exposé ou. Franchement, j'ai pas bien saisi la question. Si vous pouvez la répéter, je vais me concentrer beaucoup plus cette fois-ci. Il n'y a pas de souci. Donc, monsieur Silla voudrait savoir quels sont les types de bruits qui peuvent perturber nos processus et nos décisions humaines et technologiques. Alors, si je vais orienter un petit peu, je pense, la question vers le sujet. Et si j'ai bien compris, en fait, quels sont les risques qui peuvent lier au volet humain et au volet technologique? Ça veut dire des exemples. C'est bien ça. Alors, par exemple, pour le volet humain, je prendrai par exemple le processus ressources humaines. Il peut y avoir par exemple un recrutement inadéquat. Il peut y avoir par exemple une inadéquation du profil du poste au profil du candidat retenu. Il peut y avoir des fois par exemple absence de formation du personnel. Pour tout ce que je cite aujourd'hui, ce sont des risques liés à des personnes. Il peut y avoir des fraudes internes, une divulgation d'informations confidentielles, par exemple la création d'un climat social qui est tendu au sein d'une entreprise. Donc tous ces éléments-là peuvent être liés à des personnes. Pour le volet technologique, on vient de parler là, par exemple, aux risques liés à la cybersécurité. Il peut y avoir, par exemple, la défaillance des systèmes d'information. Il peut y avoir un risque qui est lié à l'intelligence artificielle, on en a parlé. Il peut y avoir, par exemple, je sais pas, l'utilisation d'une nouvelle technique technologique qui comporte des risques. Ça dépend en fait, de la nature et la typologie de l'entreprise et qu'est-ce qu'elle peut utiliser ou ne pas utiliser. Il peut y avoir, par exemple, quand j'utilise une technologie, je peux ne pas, par exemple, prendre en considération des lois, des réglementations, et donc ça peut avoir un impact sur l'entreprise. Donc, grosso modo, ce sont généralement les principaux risques humains et technologiques qui peuvent survenir. D'accord. Parfait. Alors, donc là, je pense que c'est assez clair. Donc, au niveau de la réponse, on va juste prendre voilà 2 derniers intervenants. Voilà, normalement, on devait terminer depuis quelques minutes, mais on va un peu abuser un peu de votre présence, Madame Alaoui, parce qu'il y a une forte demande des participants qui souhaitent toujours poser des questions. Donc, Monsieur Fakbok, bonsoir.
Monsieur Fagbo? Donc, apparemment, il ne nous entend pas. Donc, si éventuellement il n'y a pas d'autres questions, bien sûr, je pense on va clôturer la séance. Oui. J'avais le micro. Oui, d'accord. Allez-y. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce. Très, très bien. Donc, est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une petite préoccupation. Allez-y. Les risques sont-ils un facteur prédominant lors de la recherche de l'amélioration des processus de l'entreprise? Si oui, comment cela est mis en place? Dans le cas contraire, pourquoi? D'accord. Je peux répondre à ma question. Oui. Les risques sont-ils un facteur prédominant lors de la recherche de l'amélioration des processus de l'entreprise? Si oui, comment cela est mis en place? Dans le cas contraire, pourquoi? Madame Alaoui? Non, en fait, quand on élabore, on n'élabore pas finalement le processus. Le processus, il est déterminé par la nature de l'activité. Par exemple, quand je prends une banque, je dis par exemple le processus opération bancaire, c'est quelque chose de naturel dans une banque. Quand par exemple je dis un processus ressources humaines, un processus finance, un processus achat juridique, un processus commercial, etc., etc. En fait, je ne suis pas en train d'élaborer le processus. Le processus, il est là, ça va de soi, ça va avec le métier de l'entreprise. Maintenant, le processus, il est là. Comment je peux mettre en place un dispositif de contrôle? Donc, le processus, il est là. Peut-être il est là, mais il n'est pas formalisé, vous voulez dire. Il n'est pas formalisé. Les activités ne sont pas décrites, etc., etc. Oui, avant de passer à l'élaboration d'un dispositif de gestion des risques opérationnels, il faut formaliser le processus d'une façon très précise. Ça veut dire quels sont les inputs et quels sont les outputs. En fait, par quoi je commence mon processus, quelles sont les finalités et les objectifs de mon processus et quelles sont les clés de réussite pour dire que j'ai atteint la finalité de mon processus. Donc, ces éléments-là doivent être formalisés dans une carte d'identité du processus, dans des procédures, dans des notes méthodologiques, etc., etc. Donc, bien évidemment que le processus doit être formalisé avant la formalisation du dispositif de gestion de risque. En fait, ça, c'est les meilleures pratiques. Maintenant, il peut y avoir des entreprises où les processus ne sont pas formalisés et pourtant, le dispositif de gestion de risque, il est mis en place, mais il n'est pas très, très, très efficace parce qu'il ne se base pas sur quelque chose de formalisé. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, merci. Je vous en prie. Voilà, donc on va prendre un tout dernier intervenant. Donc ce sera bien sûr la dernière question. J'espère que le problème technique est réglé. Donc, Eunice. Bonsoir, monsieur Eunice. Bonsoir à tous. Plutôt madame, excusez-moi. Madame Eunice, comment allez-vous? Ça va bien, monsieur. J'ai suivi de bout en bout l'exposé de madame. Et là, je voudrais savoir, quand elle parle de la cartographie des risques, elle a parlé d'un tableau Excel qui recense les risques liés aux activités. Et elle a aussi développé quelque part qu'il faut identifier les risques, les évaluer, les hiérarchiser. Et là, je n'ai pas entendu parler de criticité, la criticité des risques, c'est-à-dire pour faire l'évaluation, elle a projeté un tableau
qui contenait des couleurs où elle a fait le croisement entre la probabilité et l'impact, si j'ai bonne mémoire. Et là, je n'ai pas entendu parler de criticité ou bien de la fréquence. D'accord. Madame Alaoui? Alors, la fréquence, elle a été utilisée lors de mon exposé. C'est ce que j'appelle, moi, la probabilité de survenance. C'est la fréquence de survenance. C'est la même chose. On peut l'appeler probabilité de survenance comme on peut l'appeler la fréquence de survenance. C'est la même chose. Quand j'ai parlé du fichier Excel de la cartographie, pour faire référence à la cartographie des risques, en fait, cette cartographie des risques, il contient le risque. C'est vraiment un fichier très large en taille, en volume. Il contient le risque, la cause, typologie, la catégorie, la fréquence, quand vous voulez, si vous voulez l'appeler fréquence, la fréquence de survenance, l'impact, le score brut, et après, il contient le dispositif de contrôle et son évaluation, et par la suite, il contient l'évaluation cible en termes de fréquence et en termes d'impact. Donc, c'est ça la cartographie de risque. Les gens, en fait, il y en a pourquoi on a tendance à visualiser la cartographie de risque sous forme d'une matrice, la fameuse matrice où il y a les trois couleurs rouge, vert et jaune. On a tendance à la formaliser ainsi, mais juste pour le pilotage, ça nous facilite le pilotage. Comme ça, on sait qui sont les risques qui se situent en haut, au milieu et en bas pour pouvoir piloter. C'est pour les instances de gouvernance. Mais quand on est un risque manager et on est dans le métier, on rentre dans le détail de la cartographie de risque. Voilà. Parfait. Voilà, donc, oui. Madame Enis, c'est bon, ça répond à votre question? Oui, et dans le tableau, elle a parlé il faut hiérarchiser les risques. Et là, pour hiérarchiser les risques, est-ce que il faut les classer par activité? C'est ça, j'ai un peu de difficulté au fait. Non, quand je dis hiérarchiser les risques, ça ne veut pas les classer par activité, ça veut dire les classer par score. Ça veut dire quels sont les risques forts, quels sont les risques moyens et quels sont les risques faibles. C'est ça, hiérarchiser les risques. Ok, c'est bien clair. Mais dans le tableau Excel en question, est-ce qu'il faut les hiérarchiser par de plus faible au plus grand ou bien de plus... Le tableau recense de l'ordre qui est recommandé, par exemple? Non, il n'y a pas dans le tableau, la cartographie, le fameux fichier Excel, les risques ne sont pas hiérarchisés. Ils sont hiérarchisés au niveau de la matrice, mais au niveau de la cartographie, le fameux fichier Excel, ils ne sont pas hiérarchisés. En fait, ils sont répertoriés, ils sont regroupés par processus. C'est clair, j'ai compris. Merci beaucoup. Je vous en prie, Madame Enis. Donc voilà, c'était la dernière question. Voilà. On aimerait bien sûr continuer, mais bien entendu, c'est le Ramadan et Madame Alaoui, ça a été très difficile de l'avoir avec nous. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir fait l'effort nécessaire pour être avec nous ce soir, Madame Alaoui, et surtout de nous avoir fait don de vos connaissances. Je pense que tout le monde aujourd'hui sort satisfait avec une connaissance accrue de ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Je vous remercie à mon tour. J'espère que je vous ai donné, enfin pour les débutants dans ce domaine, une idée sur ce que c'est la gestion des risques et le contrôle interne. Et pour ceux qui sont déjà dans le bain, j'ai bien répondu à leurs questions et quelques ambiguïtés qu'ils avaient dans ce sens. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis Ramadan, bon Ramadan. Merci à vous aussi. Et à la prochaine fois, j'espère, et bonne continuation. Merci beaucoup, Madame Alaoui. Donc, bonne soirée à vous. Donc,
Merci, merci. Alors, je remercie tous les participants de vous avoir rendu disponibles. Merci, Monsieur Ba. Donc, désolé pour les personnes qui n'ont pas pu poser des questions, mais ce n'est que partie remise. Donc, si vous avez des questions, surtout rentrez en contact avec les COP, c'est-à-dire les personnes en fait qui gèrent votre préinscription ou qui vous ont inscrit. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, on pourra le faire parvenir à Madame Alaoui. Et dès qu'elle aura bien sûr pris connaissance de ces questions, elle va y répondre et on va vous le retourner. Donc, vous inquiétez surtout pas. En tout cas, merci d'avoir fait confiance à ces... Boubacar, on peut avoir l'enregistrement? Oui, bien sûr que vous l'aurez. Puisqu'on est en retard, on n'a pas pu suivre. Hein? Il n'y a pas de souci, Monsieur Nour Mohamed. Il n'y a pas de souci. Donc, vous aurez bien sûr le lien d'ici demain et plus tard. Donc, on va vous le partager dans vos groupes WhatsApp. Voilà. Avec problème de connexion. Moi, je suis dans aucun groupe. Je suis pas dans un groupe WhatsApp, moi. D'accord, Monsieur Francky. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais vous prendre en partie après et puis on va remédier à ça. Et surtout, je vous invite à participer massivement à la séance de présentation des formations qui auront lieu la semaine prochaine. Ça va vous permettre déjà de rentrer en contact avec les professeurs des formations auxquelles vous vous êtes souscrit. Ça va vous permettre d'avoir l'élaboration du programme qui vous est fourni, d'avoir une idée sur le contenu, d'avoir une idée sur les plannings. Et ça vous permet aussi de poser des questions sur les modules que vous n'avez pas compris ou faire des propositions pour CAPA. Donc, ce sera le 22 mars, c'est-à-dire le week-end prochain. Donc, nous comptons vraiment sur votre présence à vous tous pour vraiment acquérir le maximum de connaissances. Voilà. Sans plus tarder, donc voilà. Oui, Monsieur Camara. Oui, vous inquiétez pas. Les séances de présentation, en principe, j'ai pas encore les horaires, mais ils vous seront fournis dans les groupes de classe. Mais je ne pense pas que ce sera bien sûr à l'heure de la prière, bien entendu. Parce que n'oubliez pas qu'aussi on a des professeurs aussi qui vont à la mosquée. Ça tombe bien. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, surtout un très très bon week-end à tout le monde. Encore une fois, merci d'avoir fait confiance à CCL. Des webinaires pareils, nous en organisons assez souvent et vous serez toujours les bienvenus pour y participer. Nous allons développer d'autres thèmes et vous serez toujours les bienvenus pour y assister. Voilà. Bonne soirée tout le monde et à très très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Voilà, merci, Monsieur Camara. Merci, au revoir. Voilà, merci, au revoir. Merci. Ok, merci, au revoir. Monsieur Francky, s'il vous plaît, votre numéro dans le chat, comme je vais rentrer en contact avec vous directement. Pardon, c'est à moi que vous parlez? Effectivement. Est-ce que vous pouvez partager votre numéro, s'il vous plaît, dans le... Avec mon numéro. Voilà, dans le chat, s'il vous plaît. Comme ça, je rentre en contact avec vous. Ok. Merci, à bientôt. Pas de souci.